À la une de l'actualité ce soir, Roch-Marc Christian Kaboré invite Alassane Ouattara au FESPACO 2017 qui s'ouvre dans une semaine à Ouagadougou. Une invitation qui lui a été apportée par le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, qui transmet également un message de solidarité après les mutineries que la Côte d'Ivoire a vécues ces derniers temps. On en parle dans ce journal. Dans le journal également, Bagrépol va accroître bientôt ses capacités. Des travaux sont en cours sur le site pour l'aménagement de plus de 2000 hectares de terres irriguées. Qu'est-ce qui va être fait concrètement et à qui va-t-elle profiter? Explication à suivre dans cette édition. L'Église du Burkina souhaite une béatification de Monseigneur Dieudonné Yougbaré par l'Église universelle. Un colloque international se tient sur la vie et l'œuvre du premier évêque de l'Afrique francophone, mais qui est Monseigneur Yougbaré. Comment a-t-il vécu? Son portrait à suivre dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais d'abord, avant de développer ces titres, le président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO était ce vendredi chez le président du Faso. Bachir Ifo est venu faire le point des activités de son institution et réaffirmer son soutien pour la mise en œuvre du PNDS. La Banque ouest-africaine va soutenir le PNDS à hauteur de 200 millions de dollars américains. Les détails avec Mouni Soubeiga. Après avoir participé à la table ronde des bailleurs de fonds sur le financement du PNDS à Paris, le président de la BIDC, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, vient faire le point de ses activités au président du Faso. Selon le président de la BIDC, l'institution maintient son engagement à soutenir le Burkina dans la mise en œuvre du PNDS. Nous sommes engagés pour le PNDS où nous avons pris la résolution de mettre 200 millions de dollars sur les projets du PNDS. 100 billion CFA francs in the next 5 years, different projects here in Burkina Faso. Basée à Lomé au Togo, la BIDC constitue le bras financier de la CEDEAO. Au Burkina, elle a déjà investi environ 100 milliards de francs CFA pour la réalisation d'une vingtaine de projets publics et privés. Bref, le président du Faso se rend demain à Banjul en Gambie. Roch-Marc Christian Kaboré participera à la célébration de la fête nationale de ce pays. Il aura également des entretiens avec Adama Barrow et bien d'autres personnalités présentes dans la capitale gambienne. Et puis, le Burkina Faso exprime sa solidarité et sa compassion à la Côte d'Ivoire suite aux mutineries que ce pays a connues ces derniers temps. Le président du Faso a dépêché son ministre des Affaires étrangères avec un message à l'adresse de son homologue ivoirien. La Côte d'Ivoire est pays invité d'honneur du FESPACO 2017 et Alpha Bari a aussi évoqué la question avec Alassane Ouattara. On fait le point avec Harouna Maré, notre envoyé spécial à Abidjan. Le ministre de la Culture, Tahirou Bari, et le chef de la diplomatie burkinabé Alpha Bari chez le président Alassane Ouattara. Accompagnés par l'ambassadeur de Burkina en Côte d'Ivoire, ces émissaires de Ouagadougou sont porteurs d'un message du président du Faso à son homologue ivoirien. Le premier message était le soutien du président Roch-Marc Christian Kaboré, le soutien du gouvernement et le soutien du peuple burkinabé au gouvernement de Côte d'Ivoire par rapport aux derniers événements qui ont secoué votre pays. Et c'était pour dire au président Ouattara et à son gouvernement qu'ils ont le soutien du gouvernement burkinabé pour la gestion de cette crise qui a secoué la Côte d'Ivoire. Le second message était relatif à une invitation du président Kaboré à son frère, le président Ouattara, pour participer au prochain FESPACO. Nous voulons que dans cette délégation aussi, il y ait le président Ouattara lui-même en personne. Cette présence dans la capitale économique ivoirienne s'inscrit dans le cadre de la dynamisation des relations ivoiro-burkinabè. Depuis janvier dernier, la Côte d'Ivoire a un nouveau locataire à la primature, Amadou Gon Coulibaly. Les émissaires burkinabés ont donc rendu une visite de courtoisie au tout nouveau Premier ministre pour une prise de contact.
Retour au Burkina et direction Bagré, où le Premier ministre Paul Kabatiba vient de procéder au lancement des travaux d'aménagement de périmètres irrigués dans le cadre du projet Pôle de croissance de Bagré. Les travaux qui vont voir l'aménagement de plus de 2000 hectares de terre sont financés par la Banque mondiale et doivent aider les exploitants sur place à étendre leurs activités. C'est ce que nous expliquent Salif Belem et Aboubakar Sagnon. Aux commandes d'un engin de chantier, Paul Kabatiba ouvre officiellement la voie aux travaux d'aménagement hydro-agricole de 2194 hectares en rive droite du fleuve Nakambé. Ces travaux d'extension permettront de prolonger de 19 km le canal principal pour l'irrigation. Il est également prévu la réalisation des canaux primaires, d'un réservoir tampon de 114 000 m3, la construction d'un réseau de drainage et de pistes pour la circulation. La réalisation de l'ensemble de ces travaux permettra de réduire le déficit alimentaire et nutritionnel et de répondre à la demande grandissante en produits alimentaires à travers une production additionnelle par an estimée à 6 024 tonnes de riz paddy et 7 057 tonnes de maïs et 10 374 tonnes de légumes. 924 hectares seront réservés aux producteurs locaux, dont 30% aux femmes, et 1270 hectares aux investisseurs et exploitants privés. L'ambition, selon le Premier ministre, est d'augmenter la production et la compétitivité de l'agriculture burkinabé à partir du pôle de croissance de Bagré. L'idée centrale du pôle de croissance, c'est de réunir sur une même place la production, la transformation et la commercialisation. Et Bagré Pôle, justement, c'est notre pôle pilote en la matière. L'avenir de notre pays, c'est ça. C'est arriver à faire en sorte qu'il y ait cette articulation magique entre l'agriculture, l'élevage, mais également l'agriculture, l'élevage et l'industrie. La réalisation de ces travaux est financée à hauteur de 11 600 millions de francs CFA par la Banque africaine de développement BAD. Le délai d'exécution est de 22 mois. Le chef du gouvernement a visité un tout autre chantier à Bagré, celui des travaux d'aménagement de 2582 hectares financés par la Banque mondiale et cette fois-ci en rive gauche du fleuve Nakambé. Bagré Pôle pour promouvoir l'entrepreneuriat agricole et intéresse les nombreux jeunes en quête d'emploi au Burkina. Seulement voilà, le domaine de l'entrepreneuriat au Burkina manque souvent d'innovation et pour la Fondation ouest africaine de l'entrepreneuriat, pour réussir dans le domaine, il faut la volonté mais aussi le sens de la créativité. Ce matin, la Fondation a organisé une conférence au cours de laquelle elle a convié les jeunes mais aussi des hommes d'affaires américains pour un partage d'expérience. Le point est avec Ibrahim Sombier et Omar Zombier. Donner aux jeunes le goût et la volonté d'entreprendre, de partir de rien pour devenir prospère, c'est ce que vise cette conférence publique. Une conférence organisée par la Fondation ouest africaine de l'entrepreneuriat et de l'innovation en collaboration avec des hommes d'affaires américains réunis au sein d'une initiative pour une jeunesse africaine entreprenante et innovante. Notre objectif est d'aider les jeunes à entreprendre, d'aider en fournissant les investissements et les ressources afin de faire du Burkina Faso une nation économiquement forte. Et aussi, booster les relations entre les États-Unis d'Amérique et le Burkina Faso. Tous ceux qui sont là, les 5 qui sont là, ils sont dans divers domaines, mais ils sont vraiment intéressés à investir au Burkina Faso. Et ils ont rencontré effectivement certaines autorités. Cette conférence connaît la participation de plusieurs personnes de parcours différents. Elle est aussi une tribune pour le partage d'expériences. Partager ma modeste expérience, mon parcours jusqu'à ce que je sois aujourd'hui conseiller spécial du président, je pense que ça peut être un exemple, n'est-ce pas, un petit modèle à mon niveau, et aussi partager avec eux sur les dispositifs qui existent au niveau du gouvernement, notamment au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, de l'insertion professionnelle. Il y a différents fonds qui existent. Un appel à projet a été lancé et les personnes intéressées peuvent retirer les canevas auprès des différentes directions régionales de l'emploi. Pour la Fondation et l'initiative américaine, c'est un début de partenariat qui annonce une nouvelle vision des affaires pour les jeunes du continent africain. Dans l'actualité ce soir, un colloque international sur le centenaire de Monseigneur Dieudonné Yougbaré, le premier évêque de l'Afrique de l'Ouest francophone.
À Koupela, qui a vu évoluer le prélat, la réflexion est menée depuis hier. Les participants sont venus du Niger et du Burkina Faso. Ils vont pendant 4 jours revisiter la vie et l'œuvre de l'homme qui a consacré sa vie au service de Dieu et à sa communauté. Mathias Drabo, Vincent Tiendrebeo. 16 février 2017, l'église famille de Koupela célèbre le centenaire de la naissance de Monseigneur Dieudonné Yougbaré, premier évêque de l'Afrique de l'Ouest francophone. Une messe célébrée par le cardinal Philippe Ouedraogo et à travers laquelle les fidèles ont rendu hommage à cet homme qui a consacré sa vie à Dieu et au diocèse de Koupela. Nous sommes venus aujourd'hui vraiment pour rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait de son serviteur, Monseigneur Dieudonné Yougbaré, qui a été vraiment un homme de Dieu. Il a vécu pour Jésus, le service de l'Évangile et le service de ses frères et sœurs dans le cadre de cette région, dans le cadre du diocèse de Koupela. Cette messe a ouvert la voie à un colloque international sur la vie de Dieudonné Yougbaré. Un colloque qui connaît la participation d'illustres personnalités de l'Église, du Burkina et du Niger, ainsi que des universitaires. Et l'intérêt d'une figure comme celle-ci, qui a gouverné une portion du territoire burkinabé, et donc une population qui couvrait ce territoire qu'on appelle le diocèse de Koupela, c'est important pour les chrétiens catholiques, mais c'est aussi important pour notre société en général, parce qu'on a besoin de figures, de dirigeants d'une certaine envergure. Au regard de l'œuvre de Monseigneur Dieudonné Yougbaré, l'Église catholique du Burkina ne cache pas son vœu le plus cher, qu'il soit jugé digne de la béatification par l'Église universelle. Justement, l'Église du Burkina qui souhaite une béatification de Monseigneur Dieudonné Yougbaré par l'Église universelle. Pour l'Église du Burkina, c'est surtout la personnalité et l'œuvre du prélat qui justifient ce souhait. Mais ces deux aspects sont-ils suffisants pour ce souhait? D'ailleurs, qui est Monseigneur Dieudonné Yougbaré? On le découvre, on le redécouvre avec Mathias Drabo et Vincent Tiendrebego. Monseigneur Dieudonné Yougbaré, un ancien évêque que l'Église catholique du Burkina souhaite être reconnu parmi les saints. Mais qui est vraiment ce personnage? C'est d'abord un homme dont le sacerdoce relève d'un fait historique. Premier évêque de l'Afrique de l'Ouest francophone, appelé à servir à Koupela, berceau de l'Église catholique, au Burkina Faso. Il est ordonné prêtre en 1945, puis évêque en 1956. En 1956, le pape Pie XII sentait déjà le vent des indépendances en Afrique. Alors le pape Pie XII a donc proposé qu'on prenne un prêtre autochtone pour en faire évêque, au lieu de prendre parmi les missionnaires d'Afrique les pères blancs qui étaient déjà en poste, qu'on prenne un autochtone pour en faire un évêque. Le vent des indépendances soufflait sur l'Église d'Afrique de manière générale et il a fait cette proposition. Et le choix est donc tombé sur lui. Ceux qui l'ont côtoyé retiennent de lui un homme de piété, mais aussi un acteur de développement social avec de multiples services sociaux de base mis en place sous son leadership. Il devait tout mettre en place pour développer toutes les couches sociales. Donc, il s'est occupé des filles avec le collège Marie-Reine de Tinkodogo. Il s'est occupé des garçons avec le petit séminaire et les écoles. Mais en fait, il sait que tous les jeunes qui vont au petit séminaire ne deviendront pas prêtres. Mais il sait que s'ils sont bien formés, certains deviendront prêtres, mais d'autres contribueront à la gestion de la chose publique. C'est un homme qui avait le souci donc, à partir de son point de vue, c'est-à-dire d'un responsable religieux, de développer l'homme, mais tout l'homme. Le souci qu'il avait de l'Église, à chaque fois, il me demandait comment ça marchait, comment les choses fonctionnent. Il se montrait toujours soucieux de la vie de l'Église, pas pour venir fouiller, voir qu'est-ce qu'on fait de nouveau, non, pour montrer l'intérêt qu'il porte à la vie de l'Église. Et il priait continuellement pour nous. Monseigneur Dieudonné Yougbaré est mort en novembre 2011 à l'âge de 96 ans. Le 17 février 2017, il aurait célébré son centenaire. Qu'à cela ne tienne, l'Église a marqué cet anniversaire par le colloque international dédié à sa vie et à son œuvre.
Autre point de l'actualité, ce soir, la Sonabel va se débarrasser de plus de 150 tonnes de produits toxiques dangereux pour la santé humaine. Des produits qu'elle stocke depuis des décennies. Déjà, un premier enlèvement concerne 75 tonnes qui seront convoyées en France par voie maritime pour destruction. L'opération d'enlèvement a débuté ce vendredi en présence de Oumar Zombré et de Adama Guiti. Ces conteneurs contiennent un produit hautement dangereux pour l'environnement et cancérigène pour l'homme. Le PCB, le polychlorobiphényle, utilisé par les transformateurs de la Sonabel depuis sa création en 1954. Et cette cérémonie marque officiellement la première évacuation de 75 tonnes de ces déchets sur les 150 que compte la Sonabel vers la France pour destruction. Nous avons fait l'inventaire depuis 2012 et c'est depuis cette période que nous avons fait venir une partie de ces huiles vers cette plateforme qui a été préparée pour ça, pour pouvoir recevoir en toute sécurité ces équipements contaminés. L'utilisation du PCB a été interdite en 1985 et avec l'enlèvement de ce premier lot, c'est une menace en moins pour l'environnement. Quand ça se retrouve dans la nature, ça peut causer des maladies à certaines personnes. On a parlé des exemples de cancers qui peuvent être liés. Il fallait en tout cas une gestion spécifique par rapport à ces déchets dangereux. Les PCB vont être expédiés par voie maritime jusqu'à notre centre de traitement. Il y a deux processus d'élimination. Le principal, c'est par incinération à haute température. Cette première opération va coûter plus d'une centaine de millions de francs CFA. Elle est entièrement supportée par le projet PCB du Centre régional des conventions de Bâle et Stockholm. Et comme ces conteneurs que l'on scelle ici, le projet PCB espère que l'aire des polychlorobiphényles va se refermer à jamais dans le monde d'ici à 2028. Une destruction de produits toxiques qui participe de la préservation et de la protection de l'environnement. Un geste fortement apprécié aujourd'hui dans un contexte de résilience aux effets du changement climatique. Mais cette adaptation ne pourra être réussie qu'avec l'implication des femmes. C'est la conviction du projet de Brassette, le projet qui mise sur la sensibilisation pour réussir son challenge. Nongba Kouda et Maïmouna Traoré. Depuis 2015, le projet Brassette intervient dans les provinces du BAM, de l'Oubri-Tenga, du Kourouéko et du San-Matenga. Son objectif, renforcer la résilience des communautés locales au changement climatique. Cette campagne de sensibilisation s'inscrit dans la même logique. Mais cette fois-ci, l'accent est mis sur la sensibilisation pour permettre aux bénéficiaires d'avoir une meilleure compréhension des concepts de résilience et leur opérationnalisation. Il y a de cela 40 ans, ce que nous voyons aujourd'hui, ce ne s'est pas encore arrivé. Le changement climatique n'est pas dû à nous seulement, c'est à tout un chacun. Par notre comportement de tous les jours, nous devons lutter de manière à atténuer ce changement climatique. Car sinon, dans 10 ans, 20 ans, la terre sur laquelle nous sommes, on ne sait pas ce que ça va devenir. Concrètement, le projet accompagne les populations dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et dans la gestion des ressources naturelles. Pour certaines activités, il y a des formations techniques pour des femmes. Ça concerne la production maraîchère, la riziculture, aussi l'aviculture, le volaille. On travaille avec des femmes spécifiquement aussi pour la construction des foyers améliorés. Déjà, la sensibilisation a commencé avec ce théâtre forum sur les phénomènes climatiques et l'autonomisation de la femme. Entre changement climatique et détérioration de la santé, le pas est vite franchi. Et en cette période de poussière aggravée par les vents de l'harmattan, ce sont des moments propices à la propagation de la méningite. Le ministère de la Santé multiplie donc des séances de sensibilisation. Ce vendredi, il a réuni les 13 gouverneurs de région du Burkina pour une immersion sur sa stratégie 2017 de riposte. Le point est avec Kadissa Nogo. Le ministère de la Santé affûte ses armes pour lutter contre la méningite au Burkina. C'est dans cette optique qu'il a initié cette rencontre au profit des gouverneurs des 13 régions et de tous les acteurs de la gestion des épidémies. L'objectif est de sensibiliser les acteurs de la lutte contre la méningite pour faire face à une éventuelle épidémie en 2017. Cette réunion est une tribune d'échange, de plaidoyer et de partage d'informations sur la gestion des épidémies dans notre pays. Il y a de fortes chances que nous n'ayons pas d'épidémie. Mais comme on dit,
l'environnement change, tout change. Et nous, les éléments qui nous font dire qu'il y a de fortes chances, ce sont lesquels. L'année passée, durant les 5 premières semaines, nous avions 433 cas de méningite. Cette année, nous avons 298 cas. L'année passée, on avait 49 cas de décès de méningite. Cette année, malheureusement encore, on a des décès qui se chiffrent à 16 cas, moins importants que l'année passée, mais quand même, c'est des décès déplorables. Pour cette année 2017, le Burkina Faso est en train d'introduire le vaccin conjugué MEN-Afrivac dans le programme élargi de vaccination de routine, ce qui permettra d'immuniser tous les enfants âgés de 15 mois. Le ministre de la Santé est invité à visiter le centre médical de Barsalgo dans le centre-nord. Smaïl Ouedraogo a pu constater des difficultés que vit ce centre et l'empêche de fournir des soins de qualité aux populations. Les détails avec Draman Guéné. Le ministre de la Santé est à Barsalgo dans le centre-nord et les populations sont en liesse. C'est une occasion pour les populations des 75 villages de la commune d'exposer l'état d'équipement du centre médical de Barsalgo. À un moment donné, nous avons pensé que on était un peu oubliés. Il fallait qu'effectivement nous prenions des dispositions pour que le premier responsable de ce département-là puisse constater certaines choses dans notre commune. C'est pour renforcer les informations qu'il a déjà dans son département. Voilà. Et donc, ça serait vraiment... C'est pas fortuit et vraiment la population en est très fière. Information bien reçue par Smaïla Ouedraogo, pour qui ce sont des doléances déjà prises en compte par le programme présidentiel dans le volet santé. Il est prévu donc l'équipement de toutes les formations sanitaires du pays, donc à travers le partenariat privé-public que nous allons mettre en œuvre à partir de l'année 2017. Donc c'est une espérance qui fait que au niveau de Barsalgo, comme dans toutes les autres communes de Burkina Faso, un travail va être fait. Je prends un exemple pratique. Il est prévu par exemple de commander 300 ambulances au cours de cette année 2017 pour faire en sorte que dans toutes les communes rurales du Burkina Faso, on puisse avoir une ambulance. Séance tenante, dans le cadre du partenariat public-privé, une bonne volonté offre 15 lits d'hôpital à l'ensemble des formations sanitaires de la commune. Un geste qui doit susciter d'autres pour accompagner la mission étatique. En dehors de la maladie, comment protéger les populations quand survient la guerre ou les conflits? Le droit international humanitaire a été élaboré pour apporter protection et assistance aux populations. Au Burkina Faso, un comité interministériel est chargé de veiller à l'application de ces textes. Depuis hier, à Bobo Dioulasso, il a réuni les éléments des forces de défense et de sécurité pour un rappel sur le contenu des dispositions de la loi. L'ouverture de la rencontre avec Ahadi Sandamba. Des forces de défense et de sécurité à l'école du droit international humanitaire, issus des rangs des 2e régions militaires et de gendarmerie, ainsi que de la direction régionale de la police nationale des Hauts-Bassins, ces participants vont 2 jours durant se familiariser avec le droit des conflits armés, un droit qui prône la protection et l'assistance des populations civiles en temps de conflit. L'initiative est du comité interministériel des droits humains et du droit international qui entend ainsi travailler à répondre aux préoccupations du moment. Quand nous allons devant les instances onusiennes, nous avons des recommandations qui sont faites. C'est vrai que le comportement de nos forces de défense et de sécurité est bien apprécié, mais nous ne devons pas dormir sur le laurier. Il faut toujours renforcer ses compétences. Nous avons voulu donc faire cette formation pour participer à l'effort de professionnalisation de nos forces de défense et de sécurité. Cadre de partage d'expérience, la présente session s'articulera autour de plusieurs communications avec à la clé les précautions à prendre pour atténuer les souffrances des populations civiles en temps de conflit. Nous allons revenir sur l'historique et ce qui est fait au sein de l'armée déjà sur la base du droit international humanitaire. Et plus tard, nous allons revenir à notre thème principal qui est la protection des personnes civiles et des populations civiles pendant les conflits armés. L'étape de Bobo Dioulasso marque la fin d'une série de formations sur le droit des conflits armés débutée le 2 février dernier à Ouagadougou. À l'issue donc de la session, des documents seront mis à la disposition des participants pour plus d'efficacité sur le terrain. Et ce groupe de forces de défense et de sécurité servira également de relais auprès de leurs corps respectifs. Pour aider à la mobilité des encadreurs pédagogiques et autres personnels d'encadrement du MENA, la Banque mondiale contribue avec du matériel roulant.
Une trentaine de véhicules tout-terrain d'une valeur de près de 750 millions de francs CFA vient d'être remis au projet d'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation. Paul David Bambara et Draman Dadjan pour les détails. Du matériel roulant pour rallier les différentes écoles du Burkina. 3 véhicules automobiles station-wagon et 30 pick-up. Ce don de la Banque mondiale à travers le paquet, le projet d'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation, est destiné aux 13 directions régionales de l'éducation nationale. Certaines directions centrales vont aussi en bénéficier. Nous sommes très heureux d'avoir pu mobiliser ces moyens logistiques au service de l'administration qui a en charge la bonne marche de l'éducation nationale en tout ce qui concerne les évaluations, le suivi, l'administration d'un secteur aussi stratégique que l'éducation nationale. Ces véhicules tout-terrain ont coûté aux donateurs environ 747 millions de francs CFA. Un accompagnement de taille, du matériel de travail à utiliser à bon escient, d'où ces carnets de bord pour faciliter le suivi et l'évaluation. Donc j'ai instruit tous les heureux bénéficiaires à avoir un remplissage conforme de ce carnet de bord pour nous permettre un suivi rigoureux de l'utilisation. Et j'ai demandé qu'on y mette, on affecte à ces véhicules des agents conducteurs capables donc de lire et d'écrire pour remplir ce carnet de façon adéquate. Une mesure prise pour que ce matériel roulant flambant neuf ne soit prématurément hors d'usage, car le parc automobile du MENA est déjà dans un état d'amortissement avancé. Et puis encourager le port du casque et réduire le taux de mortalité au cours des accidents de la circulation. La campagne vient d'être lancée ce vendredi à Ouagadougou. Elle va durer un trimestre. Draman Dadjan. C'est par ces signatures que le ministre des Transports donne ici le top départ de la campagne de sensibilisation sur le port des casques. En l'absence de tests en la matière, Suleiman Soulaman veut s'appuyer sur l'éthique pour susciter le port du casque chez les jeunes. 50% des accidents des engins motorisés à 2 roues sont des plus graves. C'est dû au manque de port de casque des usagers. Il faut que les gens soient responsables. Il faut être responsable de sa vie. Nous privilégions la sensibilisation. Beaucoup d'autres canaux sont exploités par cette campagne pour atteindre son public cible. D'abord, c'est des actions de communication et le jeu de façon concrète va se jouer sur 4 tableaux. D'abord, sur notre plateforme Facebook, vous savez que nous avons l'une des pages, en tout cas les plus suivies. Nous avons également l'émission Interconnexion, qui est une émission qui a lieu tous les jours de lundi à vendredi. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce vendredi, une lecture croisée des journaux proposée par Aimé Solange Guigma. Rencontre, bilan et perspective de la réforme des fans au ministère de la Défense indique aujourd'hui au Faso. Roxonne le rassemblement, dira l'observateur Palga. Pour ce journal, la situation sécuritaire dans le nord du pays, avec les menaces d'invasion djihadiste, y est certainement pour quelque chose. Le phénomène du terrorisme étant complexe et d'une grande ampleur, le chef de l'État a indiqué au cours de cette rencontre que le Burkina Faso s'est engagé à mutualiser ses forces avec celles d'autres pays pour mener une lutte farouche contre ce dernier, rapporte le pays. En témoigne, dit-il, la création d'une force multinationale de sécurisation avec les pays membres de l'autorité de développement intégré de la région de l'Iptako-Gourma et la création d'une force conjointe au Sahel avec les chefs d'État du G5 Sahel. Pendant ce temps, notre temps fait le point de la coopération bilatérale Burkina Faso-Russie, vieille de 50 ans avec des chantiers à l'horizon. C'est officiel et c'est en vigueur, les Africains n'ont plus besoin de visa pour entrer au Bénin, annonce notre temps. Ce faisant, le Bénin apporte une pierre précieuse à l'intégration africaine. D'après ce journal, si les Européens ont réussi à mettre en place l'espace Schengen, c'est parce qu'ils ont fait l'analyse que dans l'Union, ils seront plus forts. Les Africains aussi en sont capables, pour peu qu'ils dépassent leur ego personnel et les intérêts particuliers pour poursuivre l'unité de l'Afrique, conclut ce journal.
On s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.